3, 2, 1. Encore moi, mais encore avec des gens, mais c'est pas les mêmes. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour Hubert. Bonjour Laurent. Qui c'est le nouveau? C'est Adrien. Comment ça va, Laurent? Salut Adrien. Oui, alors d'habitude, on a le plaisir d'avoir une petite équipe qui était un peu rodée avec Ben à piscine aujourd'hui, et Adrien a accepté de venir. Et ce qu'on s'est dit, c'est que s'il passait les épreuves et que les deux autres étaient d'accord, il reviendrait la fois d'après. Donc voilà. J'apprécie l'invitation et j'imagine que le casting s'est déroulé un peu comme ça. Alors, qui gagne de l'argent dans l'écosystème? Il y en a qu'un, on va le prendre. Alors, pareil. Non, c'était plutôt qui peut dire des trucs marrants, parce que moi j'en ai marre de bosser et c'est vrai qu'il dit des trucs un peu marrants. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé quand il publie sur LinkedIn. Alors, il y a un mois, ça lui a pris. On ne sait pas pourquoi. Il a été gentil pendant 29 jours. Ou 27, je sais plus. Enfin, à un moment, pendant quelques jours, t'étais sympa. C'était au mois de mars, pendant 30 jours. Ouais, t'as fait le carême, non? T'as fait un truc. Exactement. Voilà. C'est les 27 jours où il a pas bu, il a été sympa. Ouais, mais tu vois, le kippour qui dure 30 jours. 30 jours de pardon et 11 mois où je tape dessus. Et voilà. Et le reste de l'année, je vous engage à regarder ses posts LinkedIn. Il a pas que des copains. Donc, fais attention. T'as vu les logos, t'as pas sur ceux qui nous sponsorisent. Les autres, tu peux. Alors, quand même, comme vous venez de voir, aussi, mon jingle Charité bien ordonnée commence par soi-même. Accessoirement, en plus d'être président de l'Axel et fondateur du Payment FinTech Club de l'Axel, je dirige le Paris FinTech Forum, qui n'est pas fini. Certes, il y a eu un gros événement vachement sympa où vous étiez quasi tous en mai dernier, mais le Paris FinTech Forum, c'est plein de choses toute l'année. Donc nous avons encore 3 événements cette année et toujours les vidéos-séries. Donc les événements, c'est l'Omen Finance Lunch, grand temps fort. Tu t'es inscrite? J'espère bien. Grand temps fort, le 10 octobre prochain, c'est déjà sa 5e édition et c'est vraiment inscrit dans l'agenda maintenant annuel. Alors le principe est simple, une centaine de femmes de pouvoir dans l'écosystème européen, une dizaine d'hommes qui croient avoir du pouvoir mais qui découvrent qu'ils n'en ont pas à côté de ces femmes, et d'ailleurs ils reviennent quand même, c'est qu'ils trouvent ça intéressant. Et ça leur fait tous le même effet à chaque fois. C'est pas pareil d'avoir 80 femmes qui travaillent pour vous et 100 femmes à côté qui sont plus puissantes que vous. Ça fait très très bizarre. Moi, ça m'a fait bizarre la première fois, même toujours en fait. C'est très très impressionnant et très sympa, et on discute vraiment de l'avenir et de tout ce qui change, et on voit malheureusement que ça change pas assez vite. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se discutent à chaque fois à ce déjeuner. Il reste, c'est sur invitation seulement, mais comme on ne connaît pas tout le monde, je laisse toujours des places ouvertes aux personnes que je ne connaîtrais pas. Mais évidemment, on sélectionne parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc il suffit d'aller sur mon site, parisfintechforum.com, et vous cliquez sur événements en personne, in-person event, Women in Finance Lunch, et vous remplissez le petit formulaire et peut-être vous aurez une réponse positive. Il reste éventuellement quelques places. Ça, c'est le 10 octobre. Le 12 octobre, ne manquez pas notre dernière édition du Digital Panel on Speed Meeting. Alors là, c'est un ovni. C'est un peu comme là pour la partie panel. 4 super personnes, vraiment formidables. Et puis derrière, un panel en anglais, c'est la petite différence. On parle anglais parce qu'on a un public très international. Au Paris FinTech, c'est plus international que français d'ailleurs. N'hésitez pas à venir. Et derrière, du speed meeting. Alors le speed meeting, parce que toi tu as une grande bouche, comme tu nous l'as dit, je vais faire pareil. C'est le chat roulette des années 90, mais on reste habillé. L'avantage, c'est que c'est dans un écosystème contrôlé, puisqu'au Paris FinTech, c'est moi qui laisse rentrer les gens, et donc il n'y a personne qui va enlever ses vêtements, je vous le promets. Et les gens sont plutôt très sympas, et ça vous permet vraiment d'essayer de recréer, ce qui est difficile, il faut l'avouer, mais qu'on a, je pense, réussi à faire dans ces speed meetings. Le Serendipity d'un événement en présentiel, parce qu'en présentiel, en général, on sait qu'on va aller voir, on regarde le badge. Moi, je veux voir le CEO. Non, je veux pas te voir toi, je veux te voir toi. Là, c'est tout le contraire. Vous savez pas qui vous allez voir. Toutes les 3 minutes, on vous présente quelqu'un. Il faut laisser ses a priori de côté. D'ailleurs, on vous dit même pas son titre. C'est à lui de vous le dire, hein, vous présentez. Des fois, ça pourrait être un journaliste. Des fois, ça pourrait être un investisseur. Des fois, peut-être qu'il y a un truc à vous vendre. Des fois, quelqu'un qui va finir... Il vient pour vous vendre un projet. Vous allez le recruter, en fait, en recrue. Voilà, c'est très international. C'est très sympa. C'est très sport. Hein. Toutes les 3 minutes, quelqu'un de nouveau. Des fois, vous n'avez même pas eu le temps de noter qui c'était. Donc, il faut rapidement prendre le risque de prendre les contacts et de rechercher après sur LinkedIn tout ce qui va bien. Et ça dure 90 minutes, juste après le panel. Et ça, c'est le 12 octobre pour tous les membres du Paris FinTech Forum. Et si vous n'avez pas de place et vous voulez absolument être à cette dernière, comme c'est la dernière de l'année, je peux être sympa, vous m'écrivez un email, on verra. Et après, on a le dernier dîner débat de l'année, au même endroit pour ceux qui sont venus, qu'on a fait le grand événement du mois de mai. C'était sympa, non ?
Bon, après, il y avait les jardins au mois de mai, les jardins au mois de novembre, je ne promets pas. Le 28 novembre, avec les partenaires de ce jour-là qui seront entre autres, je crois, Mastercard, IDNO, Thought Machine et le dernier va m'engueuler, FinTech OS. Donc un grand débat suivi d'un grand dîner cocktail où on boit à volonté avec modération, il paraît, avec l'Astérix. Mais je regarde pas. Et voilà, et on fait plein de business parce que c'est comme le but de nos rencontres. Donc ça, c'est les 3 prochains événements. Et aussi une interview vidéo série toutes les semaines en ligne, toutes les 2 semaines, pardon, en ligne sur YouTube, en anglais aussi. Et là, je ne sais plus qui est la dernière, je vous invite à la regarder sur YouTube, je crois que c'était le patron de Lemonade. Et la prochaine bientôt, c'est notre ami Mathieu de BPI France, en charge de l'innovation chez BPI France, par exemple. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo série qui continue. Et je crois qu'on cherche encore 2 speakers d'ici la fin de l'année, donc vous pouvez aussi candidater. Donc c'est intéressant. C'est une fintech qui garde de l'argent, tiens, je vais y penser. Voilà, ça c'était pour l'autopromo. Et maintenant, on passe à nos chroniqueurs. Et alors, comme il y a un petit nouveau, tout le monde va se représenter. Allez, on y va, on commence quand même par les dames. Charlie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis chef du service start-up aux Échos. Je croyais que tu dirigeais les Échos. Pas encore. Ça va Bientôt, venir, ça va bientôt, venir. bientôt. Oui. Hubert, que fais-tu dans la vie ? Et je suis avocat dans un cabinet qui s'appelle Alors, Kramer d'habitude, Levin. personne n'aime les avocats. Pourquoi on t'aime bien, toi ? Peut-être parce que j'ai pas été avocat toute ma vie. Bon, après, je vous invite à regarder sur LinkedIn. Globalement, il n'y a pas un truc dans la fintech où ça passe pas quelque part à un moment dans les mains d'Hubert. Donc, vous mieux être copain avec lui payer une bière, un truc. Tu bois pas trop de bière que ça, d'ailleurs. Non, c'est pas trop la bière, c'est plutôt le vin. Oui. Voilà, bon verre de vin rouge. Mais effectivement, il est un peu mouillé dans tous ces sujets. Et un peu comme toi, il n'a pas la langue dans sa poche. Alors, et toi, t'es qui ? Une fintech qui gagne des sous, ça n'existe pas. Il en faut bien une, c'est ce qu'on dit, hein, l'exception qui confirme la règle. Je retiens pour le vin rouge, on ira se faire un petit cheval blanc. Voilà. Déjà, tu vois, grâce à toi, on a Et il déjà laisse de beaucoup. côté Là. Charlie, donc n'importe quoi. Mais, Je dis grâce à toi. Non, je parle de lui, il l'invite pas. j'irai boire autre chose avec Charlie, avec grand plaisir. Et donc Manager One, Touati, Manager One, banque en ligne pour les professionnels. Moi, je dans le suis micro. un des cofondateurs de Manager One. On s'est lancé en 2017. alors, Un bail. même si tu as Et on a un super avocat sur certains dossiers. un super profil d'Égyptien, même si je dis qu'il faut pas regarder les cams, il vaut mieux regarder. Alors, je regarde Enfin, Charlie. Voilà, Et quand je tu perds me pas au réponds, change. Voilà, parce qu'en fait, ma régie fait ce qu'elle peut, mais des fois on finit en égyptien, quoi. Donc, voilà, là l'idée, je vous précise parce qu'il est jamais venu. En fonction de ce que tu me dis, je peux faire ça. Si vous mettez pas votre casque, ça marche pas. On a oublié de mettre le casque, les amis. On a oublié de mettre le casque. Il faut mettre le casque. Faut mettre le casque. Bon, Nous, faut voilà, mettre le casque. Ah, ok. Ça fait plus sérieux en plus. En sur plus, les ça va être plus replays, sérieux. Complètement oublié. Voilà. Vous mettez le casque, comme ça vous avez en plus un bruit de fond. Vas-y, renvoie ton bruit. Voilà. Ouais. Donc en fonction de ce que vous dites, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Ça, Voilà. c'est bien, oui. Voilà, ça dépend. Et alors, je sais pas pourquoi, ils ont fait un piège. Vous voyez là, ce que je viens de faire là Moi, il y a écrit boue. Et vous avez des rires. Ouais. C'est un piège pour moi, quoi. Faut que j'arrive à me rappeler du truc, quoi. Ça va être un Ça s'appelle un bordel. piège à con. C'est ça, merci. Ça me fait plaisir ce que tu viens de me dire. Donc, on y va. Le principe des chroniques est simple. Et alors, comme il n'y en a pas eu depuis décembre dernier, ça vous laisse un champ assez vaste. C'est chacun, vous pouvez me donner, puis je vais en sortir quelques-uns si vous êtes un peu sec sur le sujet, mais des actus, des choses qui vous intéressent. Oui, je sais, ça grésille un peu dans Ouais. les oreilles, je sais. C'est bizarre. Je sais. Si en régie, tu peux baisser un peu le gain éventuellement, quitte à ce qu'on l'ait que dans une oreille, comme on avait vu, Laurent. Mais c'est vrai que c'est un peu fort dans les oreilles. Donc, c'est l'intérêt du direct, hein, vous partagez la régie avec nous. Donc, des actus de la fintech, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient des produits qui se lancent, des boîtes qui font faillite, des gens qui se rachètent. Je suis sûr que tu as plein de trucs à me raconter. Toi aussi, d'habitude, quand c'est des comptes qui sortent alors que ce n'était pas prévu dans les échos ou tout ça, ou une régulation qui arrive et qu'on n'a pas compris, ou des nouveaux agréments ou des choses comme ça, et ben tout ça, on en parle et on réagit. Donc, est-ce que déjà, il y en a un qui a envie de sortir quelque chose, à part ses vacances à Bodrum, ou je sors quelque chose, moi. Honneur aux femmes. Alors, je réfléchissais, j'avais au moins j'avais plein de sujets en tête, mais on va prendre lequel. Je pense notamment, et ça va faire écho à pas mal, je pense aussi de fintech. Vous avez peut-être vu récemment sur Twitter des gens qui sont un peu plaints que Sunday maintenant facture directement une commission aux clients.
Donc Sunday, c'est ce fameux mode de solution de paiement en QR code pour les restaurants qui a été lancé il n'y a pas très très longtemps et qui est allé très haut, très vite et qui est redescendu très bas et très vite, qui a dû virer beaucoup de gens, parce que le modèle est très compliqué. Je ne vais pas dire qu'ils faisaient gratos, mais ils offraient quand même pas mal la solution aux restaurateurs. Moi, j'ai demandé au restaurateur, à chaque fois que je le voyais, il me disait non, on ne paye pas, ils nous l'offrent. Voilà, mais ils avaient prévenu que c'était que pendant la première année. À un moment, la fin de la promo arrive, quoi. Voilà. Oui. Et ce qui après embête d'ailleurs les restaurateurs qui se disent non, en fait je vais pas payer. Et là, depuis très peu de temps, alors je sais pas si ça fait quelques mois ou quelques semaines, mais en tout cas ils ont décidé de faire payer le consommateur. Donc je sais pas, ça peut aller à quelques euros, ça dépend évidemment de ta note, mais bon, c'est clairement marqué. Donc il y a plein de gens du coup qui l'utilisent pas et qui se disent non, en fait je vais attendre le serveur et je vais payer par carte, quoi. Parce que maintenant c'est le consommateur qui paye. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est pas légal en France. Si, que le moyen de paiement te rajoute des sous. Ici, tu peux. Tu crois que c'est pas légal? Théoriquement, on ne pouvait pas faire payer. On ne pouvait pas faire de surcharge. Alors après, si c'est pas le restaurateur qui la prend, mais l'application, peut-être que si l'application a des CGU directement avec le client final, effectivement. Parce que normalement, tu télécharges quand même sur ton smartphone ou ailleurs l'application. Donc quelque part, il y a écrit qu'il y a un coût à l'application. Donc ça doit être ça. Ouais, j'ai essayé de faire de la quand même. Après, objectivement, est-ce que vous avez vu beaucoup de lieux avec la solution? Non. Moi, à part le Sir Winston, qui est pas très loin, et les spots de Big Mama, à aucun endroit j'ai vu cette solution déployée. Je l'ai vu, très très peu, ouais. Et objectivement, là où ils ont complètement, à mon sens, loupé leur développement, c'est que Day One, tu dois rajouter la commande. C'est tout l'intérêt d'un tel service. Uniquement avoir la partie paiement, règlement de l'addition, c'est sympathique, mais limite, c'est pas ce qu'il y a de plus pénible dans l'expérience utilisateur quand tu as un consommateur. Ce qui est le plus pénible, c'est d'appeler le serveur pour un coca, etc. Et que ça dure des plombes. Qui n'était pas là au démarrage de leur aventure. Oui, d'accord. Et qui était pourtant dans les solutions, parce que je rappelle, parce qu'on avait fait j'avais reçu d'ailleurs un des cofondateurs, je vous engage à aller regarder Wagamama Mastercard sur Google en 2013. C'est la même chose que Sunday. La même offre, mais exactement, mot pour mot. Sauf qu'à l'époque, mais avec l'intégralité du parcours de commande. L'idée, c'était que le serveur n'ait plus à passer, juste y regarder si ça se passait bien. Et il était là pour éventuellement aider à d'autres choses. Mais pas sur ça. Tu rentres, tu prends ta commande, tu payes, etc. Sauf qu'à l'époque, Wagamama, c'est une chaîne de restauration comme Big Mama, mais qu'il avait gardé en propre et qui n'a jamais s'est dit, tiens, je vais faire un business avec ça. Mais c'était en 2012 ou 2013. Et c'était pas un pilote, c'était déployé sur 80 magasins. Voilà. Et la seule chose, c'est qu'après, les QR codes sont morts en Europe. Rappelez-vous, à un moment, les QR codes, c'était la panacée. Puis un moment après, on a dit, c'est pas sécure, parce qu'il y avait eu quelques petits soucis. Et puis après, il y a eu le Covid. On nous a dit que c'était super sécure, puisqu'on nous identifiait tous avec ça. Et depuis qu'il y a eu le Covid, alors le QR code est revenu en force partout dans le monde, jusqu'à ce qu'on nous redise que c'est pas sécure. Mais enfin, on verra ça, c'est le prochain épisode. Un autre sujet qui te fait réagir ? Avant que je demande à Adrien. Déjà, Toi, t'as fait ta part. Je reviendrai après. Non, j'en ai d'autres, mais t'as forcément un truc qui te fait réagir. Toi, je te connais. Alors, moi, ce qui me fait réagir, effectivement, c'est ce changement de paradigme sur les levées de fonds qu'on observe, où on a 2 ans, on avait des levées de 200, 300. C'était énorme. Aujourd'hui, quand tu as une levée de 10 millions, tu as l'impression que c'est monstrueux. Et ça, on le voit bien dans tes articles, Charlie, vrai changement de paradigme là-dessus. Mais moi, ce que j'aimerais... On est juste revenu en 2017, 18. C'était à l'époque 10 millions pour une série A, c'était énorme. Et c'était super. La réalité, c'est que quand tu vas lever 40 millions d'euros pour une boîte qui fait 500 000 euros ou 1 million de chiffre d'affaires, c'est ça qui ne va pas. Donc, au début, c'est normal de financer ta croissance. Bien évidemment, mais de façon raisonnée. Tu vas aller éprouver un modèle et après, tu vas accélérer avec des montants qui sont en corrélation avec ce que tu démontres. Moi, le premier, au lancement de Manager One, on a été levé sur une valo de 10 millions. Le premier tour de table sur une valo de 10 millions, ça n'a aucun sens. Moi, je vous le dis. Lever 2 millions sur cette valo-là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'était le marché qui était comme ça. Aujourd'hui, on retourne sur des bases qui sont un peu plus saines. Et où je veux en venir, c'est que finalement, on a toujours ce manque de transparence que tu as très bien signalé, qui est indispensable. Et donc, ça donne quoi tout ça, ces manques de transparence ? Ça donne des indices que j'adore, que j'affectionne, comme vous pouvez vous douter.
d'indices bientôt, d'indices européens, avec des acteurs qui sont parfois même pas en Europe. On l'a vu. On a des indices avec des acteurs qui font des chiffres d'affaires qui sont ridicules, mais qu'on arrive quand même à trouver des millions d'euros de chiffre d'affaires, on ne sait pas comment ils font. Ça m'ennuie, voilà. Donc le dernier indice là qui vient de sortir, c'est tout ce que je déteste. C'est lequel ? C'est le LETS, c'est 20 assos européennes de start-up qui ont lancé ça il y a une semaine. Et par contre, ils ne se basent pas sur les valorisations, contrairement à nos indices Next 40. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, il y a beaucoup de boîtes françaises qui sont, parce qu'il y a de 16 pays, je crois, à peu près, beaucoup de boîtes françaises. Et tu vois d'ailleurs la liste, tu vois les licornes qui ne sont pas dans ça c'est rigolo, parce que tu vois les licornes qui ne sont pas dans l'indice, ça veut dire qu'elles n'ont pas assez de chiffre d'affaires. Là, c'est 15 millions minimum pour être. Et tu vois que certaines, d'ailleurs, FinTech ne sont pas dedans. Comme Lydia, par exemple. Je crois qu'il était là tout à l'heure. Oui, voilà. tout à fait. Donc, il n'est pas dedans, par exemple. Mais c'est pas une surprise pour toi. Tu les connais, les chiffres d'affaires ou en général Pas tous. Non, c'est ce que je dis. Non, mais j'ai pas dit qu'ils sont publiés. J'ai dit que toi, tu les connais en général. Il y en a, oui. On arrive maintenant à les avoir de plus en plus. Dans le secteur FinTech, il n'y a que 2 acteurs, finalement, qui ont des rapports, entre guillemets, qui sont publiés parce qu'ils n'ont pas le choix. En l'occurrence, c'est Manager One à travers la banque Wormser Frères. Le rapport est disponible. Non, mais il s'adore, faut le savoir. Et après, vous en avez un autre qui s'appelle MemoBank. Il y a 2 personnes qui l'adorent, il y a sa femme et lui. Et ma femme, c'est pas sûr. Je dirais qu'elle me supporte, c'est pas pareil. Donc, non, ce manque de transparence, pour moi... C'est qui le deuxième, pardon, j'ai pas entendu. MemoBank, qui est aussi une banque. Oui, je sais. Jean-Daniel, lui. Et donc, qui publie ses rapports. Voilà. Donc, il y a ce manque de transparence, et effectivement, ça a fait un peu l'actualité depuis le début septembre, ce manque de transparence sur le marché. Un petit début, là, vous êtes light, mais on voit que ça chauffe. Et toi, tu as un petit truc à nous raconter sur les 9 derniers mois ? Une petite histoire, mais qui n'est pas drôle, mais enfin, c'était les réflexions de l'été, plus ou moins, etc. Et surtout après, en écoutant les uns les autres aussi, c'est bon, quand on regarde avec un peu de recul le monde des paiements, le monde des fintech, on se dit, mais voilà, il y a la première phase, en quelque sorte, c'est l'émergence, on pourrait appeler ça la PSD 1 ou autre, etc., peu importe, où on a le monde des acteurs du paiement nouveau qui arrivent faire la bataille avec les banques. Bon, puis après, donc, premier niveau, banque versus les nouveaux acteurs. Puis après, à l'intérieur de ces acteurs, tu as, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi, on faisait le match avant le match, on disait, finalement, il n'y a pas beaucoup de morts aujourd'hui, il devrait y en avoir un petit peu plus, mais grosso modo, il y a une grosse bataille entre acteurs du paiement autour de la carte. Après, avec décliné de manière différente et variée. Puis après, tu as la troisième phase qui est, maintenant, c'est le virement instantané. Le virement instantané. Et donc, les acteurs de cartes, bizarrement, pour la plupart, ne s'intéressent pas beaucoup au virement instantané, qui, sur le papier, présente énormément d'avantages, notamment en termes de coûts. Et puis, tu as le quatrième niveau que personne ne voit, sauf la Banque Centrale Européenne, même si c'est encore un peu lointain, c'est de se dire, mais tout ce monde-là, lui-même, qui vient du monde, entre guillemets, classique, de la tuyauterie classique, potentiellement peut se faire disrupter par le monde des cryptos. Tu connais mon tropisme là-dessus. C'est plus un tropisme, parce que voilà, tu es amoureux. En tous les cas, je suis, comment dire, non pas amoureux, mais intéressé par le potentiel de disruption. Et le fait que la Banque centrale s'y intéresse, pour moi, est toujours un signe avant-coureur. Et donc, tu vois que tous ces gens-là sont en train de se faire disrupter. Et le dernier en date, c'est le monde du paiement au sens large, y compris le virement instantané, qui potentiellement, alors qu'elle lui-même est en train de se battre contre les acteurs traditionnels au niveau de la carte, n'a pas encore vu ce qui va lui arriver, c'est-à-dire potentiellement l'arrivée des acteurs du monde des cryptos qui vont disrupter, lui, les virements. Donc c'est amusant parce que c'est à chaque fois, on a son propre challenge, son propre ennemi en quelque sorte, mais on ne voit pas l'ennemi encore qui arrive. Et si on oublie les cryptos, et si on oublie les banques et qu'on reste dans le monde du paiement, on ne parle pas beaucoup, je trouve, du virement instantané, qui est une vraie évolution, pas dire révolution en tous les cas, dans les pratiques, etc. Aujourd'hui, qui a essayé de faire du virement instantané via son smartphone ? C'est pas simple. Quand on écoute les promesses, en fait, ça sera aussi simple que d'avoir une carte embarquée. Les promesses. Parce que tu pourras avoir... tu pourras avoir... Oui, c'est des promesses encore. Hein ? C'est des promesses encore. J'en sais trop rien. J'ai cru comprendre que c'était des promesses qui étaient quand même bien avancées. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Alors, moi, forcément, je préfère des paiements par carte qui me rapportent de l'argent que des virements instantanés qui me rapportent rien. Voilà. Donc, je ne vais pas pousser à l'adoption du virement instantané. Et sur la cible qui est la nôtre, c'est-à-dire les pros, le virement instantané,
est moins important. C'est presque un gadget, parce que quand tu vas avoir une facture, tu la payes à 30 jours, tu la payes pas pour le lendemain ou de façon immédiate. Donc, c'est presque moins critique que pour le particulier, où là, il y a des usages de remboursement, de soirée, etc. Donc, mais c'est un outil formidable. À la fin, c'est quand même moins cher pour l'utilisateur, quel qu'il soit. Ah, bien évidemment. Il faut quand même des gens qui gagnent de l'argent au milieu, tu vois. C'est ça ma question. Comment on va gagner de l'argent dans ce mode-là, qui est déjà avec des baisses de marge importantes? Si on rebondit un peu sur le panel précédent, tu avais notre ami de chez Powens, Budget Insight. Quand tu as un acteur comme Tink qui se fait racheter, pourquoi il se fait racheter? C'est parce qu'un scheme comme Visa ne veut surtout pas que des mecs arrivent avec des solutions de virement instantané qui remplacent toute cette monétique. C'est du bon sens. Les mecs, pour 2 milliards, vont s'acheter 10 ans de tranquillité. Demain, tu as envie de gagner beaucoup d'argent, lance une boîte qui fait exactement la même chose. Dans 2 ans, ils vont venir te racheter pour éviter de... Tu as remarqué que notre ami de Powens fait la même stratégie que mais voilà, il faut lever beaucoup. Si tu veux qu'on parle un peu d'actu, moi, il y a eu vraiment quelque chose qui a été caractéristique finalement des 4-5 derniers mois, c'est le mercato des directeurs généraux de banques. On en a vu sauter un pendant l'été, on en a vu partir un, et il y en a un qui est parti parce que d'un point de vue statut, est trop vieux pour continuer de bosser. Donc on a vécu quand même pas mal de changements de direction au sein des banques, là, au cours des derniers mois. Le dernier en date, c'est Philippe Haim, de la Banque Postale, qui est parti. Oui. Qui est parti. Pour de nouvelles aventures professionnelles, comme on dit. Et là, donc on a cet acteur, qui est quand même un acteur important dans le paysage français, qui cherche son nouveau directeur général. T'as envoyé ton CV ? J'ai envoyé mon CV. Il est capable, parce qu'il s'est même présenté aux élections. Il est capable de tout, Adrien. J'ai envoyé mon CV, mais malheureusement, je n'ai pas 30 ans de banque traditionnelle derrière moi. C'est à peine mon âge. Le prétentieux. Donc malheureusement, j'ai été recalé assez rapidement. Mais je suis curieux de savoir qui va être le successeur, parce que c'est objectivement une banque qui a des super assets, qui a un potentiel de malade, mais qui, depuis des années, ne trouve pas le capitaine pour bien gérer le tout. Autre événement qui a fait grand bruit, c'est cette communication de la Société Générale, qui est flippante. Enfin, moi, j'ai trouvé ça flippant. Tu parles du mandat de vente? Je parle de... en général... Non, la dernière, là, sur la communication financière, la strate à venir. Sur jusqu'à 2028, je crois, où en gros, la communication dit on va essayer de faire 0 à 2% de croissance. En gros, il dit on préfère vous faire des bonnes surprises que des mauvaises. Ouais. Et le cours a plongé. Comme ça. C'est maintenant qu'il faut acheter. Je sais pas. Société Générale et le cours de bourse, c'est une histoire assez palpitante et complexe. Donc, je sais pas. Et après, en même temps, c'est facile à dire, t'es pas coté, toi. Non. C'est une difficulté compliquée. Et ça, tu vois, c'est une vraie question. C'est est-ce qu'un jour, tu as envie d'être coté désormais quand tu vois une boîte comme Iliad qui s'est retirée de la cotation? Est-ce que c'est une fin en soi, la cotation? Pour tout le monde, pour les entrepreneurs, avant, c'était un peu le Graal. Tu te disais, l'IPO, c'est une finalité. C'est là où je vais toucher beaucoup d'argent. Tu vois, j'ai interviewé dans le podcast dont je parlais tout à l'heure, Renaud Laplanche, et qui, lui, a été coté à un moment avec Landing Club, etc. Et il disait, c'est la nouvelle boîte, je dis, alors tu vas le faire pareil? Il dit, ah non. Ah non, parce qu'en fait, une fois que tu es coté, j'ai découvert 2 choses. D'abord, que les collaborateurs passent leur journée à regarder le cours de bourse au lieu d'être focalisés sur nos objectifs. Et la deuxième, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont un intérêt légitime à te nuire. Ouais. Alors que dans le business, bon, des fois, on aime le produit, on n'aime pas le produit, on aime le mec, on n'aime pas le mec. Mais là, c'est un business de nuire à une boîte. Vente à découvert, faire un dossier, et tu trouves toujours un truc qui ne va pas. Donc à un moment, tu creuses. Et il y a un vrai intérêt, parce que tu peux gagner des milliards avec des shorts. Et il m'a dit, je ne recommencerai pas. Une fois, c'est bon, quoi. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit une fin en soi pour les entrepreneurs. C'est plutôt le M&A. Enfin, tu parles n'importe quel entrepreneur. Maintenant, c'est... Après, Charlie, en M&A, cite-moi une opération de plus de 100 millions d'euros au cours des 5 dernières années. C'est pas un peu du M&A de zombie en ce moment, là? On rachète les boîtes avant qu'elles meurent, c'est tout. C'est pour éviter Walking Dead, quoi, non? Moi, j'adore les communications LinkedIn où le mec dit, bon, j'ai vendu ma boîte à telle autre fintech. Alors,
soit tu as droit à, bah non, en fait, l'argent En fait, il que tu était as en récupéré. redressement judiciaire des fois. souvent. Donc, tu es en redressement, tu viens de te vendre à 0 €, Voilà. tu as vendu ta base de données 50 €. C'est ça. Je suis pas sûr que ça soit une belle session où tu as encore effectivement les groupes, qui injectent de l'argent et qui disent bah j'ai levé. Ah non, c'est pas une levée de fonds si ta maison mère remet un peu au Mais en même capital. temps, on est comme dans un écosystème et toi le premier, parce qu'à la limite, nous on est plutôt observateurs de cet écosystème, nous trois. Hein. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu as un intérêt aussi à ce que cet écosystème ne défaille pas. Or, une succession de faillites, c'est bon pour personne. Bien Donc des fois, des évidemment. boîtes qui, quand elles ont un peu grandi, ont un peu de cash, se passent un petit coup de fil par le biais d'une assoce qui dit tu peux racheter machin, il va mal. Là. Non mais on dira que tu l'as racheté, c'est pas grave. Mais bien évidemment. Tu n'as aucun intérêt à ce que ton écosystème aille mal. Pourquoi Parce que mal aussi. Hein. Parce que tu iras mal potentiellement, et surtout en termes de confiance et d'image que tu véhicules au grand public, c'est une catastrophe. Quand tu as des fintechs qui font de l'épargne, qui partent avec l'argent, bah, ça éclabousse tout l'écosystème. C'est ça la réalité. Donc c'est pas bon, c'est franchement pas bon. Mais la réalité aujourd'hui de cet écosystème, c'est que il raconte principalement beaucoup de conneries. Tu ne peux pas dire avoir été Charlie racheté. est là pour aller les débusquer, Ouais. non? Heureusement que Charlie est là. Ouais, mais Et alors, est-ce que ça me prend du Parce temps. que, ouais, mais moi j'ai une vraie question, je l'attends. Alors il faut que vous sachiez quand même que théoriquement c'est des amis et j'essaye de les garder. Mais on prépare pas, parce que j'aime pas préparer. Et donc ils savent pas ce que je leur pose comme question. Et je sais pas me retenir, j'ai une maladie, je sais pas laquelle c'est, où on dit ce qu'on pense. Je te vois partout puisque j'essaie d'être partout. Comment on fait pour faire ton métier où quand même t'aimes bien en plus aller chasser l'info et dire j'ai trouvé les comptes de machin qui gagnent que 10 balles alors qu'il a levé 30 millions et en même temps être aussi impliqué dans l'écosystème, dans les pots entre nous, vous devenez potes aussi quoi. Comment tu fais quoi? Ah non, T'es schizophrène, t'as la Charlie je- sympa qui boit un coup en soirée et la Charlie pas Oui. sympa qui à 7h du mat envoie la news en disant Non. son champagne était vraiment pas bon, donc je veux dire la Ouais, vérité non. sur sa boîte. Non, en plus, moi, comme j'ai pas du tout d'amis, du coup, dans cet écosystème. Personne. C'est vrai que les gens, je vais à des cocktails, toi, tu m'invites des fois, etc. Mais Ah, c'est moi je croyais toujours que t'étais c'est ma copine, pas du dans tout. le quoi. cadre professionnel. Non, mais- Haute grande révélation de la soirée. Ouais, c'est ça. Je suis allé plus loin. Donc, non, moi, je sépare totalement et jamais, par exemple, là, je vais pas le citer, mais j'ai un très gros entrepreneur français qui m'a invité, tu vois, à son anniversaire, par exemple. J'ai dit, bah non, et j'ai dû lui dire gentiment, bah non, en fait, c'est pas parce qu'on se voit très régulièrement pour des événements, etc., le soir, qu'on est amis. Et moi, pour des raisons déontologiques, je n'irai pas à ton anniversaire. Voilà, c'est comme ça. Allez, une de moins pour la soirée de la semaine prochaine. Donc non, ça se fait très bien. Et puis la plupart, si au pire, tu vois, quand j'avais révélé les comptes de Swile, qui étaient vraiment pas terribles, écoute, j'ai échangé avec son patron, Loïc, il m'a répondu, il m'en a pas voulu, bah, c'est comme ça, on se reparle. Ouais, et, chacun puis, fait son métier quoi. et puis au pire, s'il me Et reparle toi les pas, gens ils bah, te tant pis. reparlent après tes posts LinkedIn parce qu'il y en a qui sont sévères. quand Il y en même. a qui sont très énervés. Non, mais vraiment. Et il y a des gens qui envoient. Enfin il y a de quoi, t'as vu comment t'écris aussi? qui envoient. Vous le savez, mais derrière Manager Y, il y a une banque, la banque Wormser. Parfois, il y en a qui vont se plaindre à la banque Wormser. C'est dire le niveau de ces gens-là. Et étrangement, les 3/4 qui se sont plaints sont morts ou en train de mourir. Des noms. Non je déconne. Dire. Il y a un avocat, ça peut t'aider au cas où. Mais, encore une fois, il fait du très bon travail et on bosse ensemble déjà. Non, donc il y a quand même, il se passe quand même pas mal de choses. Alors tu parles de transparence, bon, c'est évidemment un sujet. Après, il y a quand même, on a tous participé, même toi indirectement, on a tous participé à cette fièvre. Moi, j'en ai fait un business, hein, je les mettais sur scène. Mais toi, écrire des articles que sur des boîtes où il n'y a rien à dire, c'est bien, le train il passe, c'est chiant aussi. Donc, à un moment, c'était ouais, encore une licorne, ouais, encore machin. Bon, puis après, c'est la licorne. Bon, c'est normal, c'est ton métier. Toi, tu leur as vendu boulot d'avocat. Et toi, ça t'a sans doute aidé quand même que l'écosystème marche bien pour lancer ton business et dire à des clients qu'on pouvait être une fintech et faire de la banque. Regardez, je suis pas le seul. Donc, on a tous participé à ça. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas parce que ça brûle qu'il y a quand même pas des vrais beaux business qui... Est-ce que c'est pas juste parce qu'on s'est trompé... Enfin, c'est pas qu'on s'est trompé. On a voulu tromper les gens sur l'échelle de temps. Parce que oui, il y aura plein de renouveau dans la banque et dans les services financiers. Oui, il y a beaucoup de ces acteurs qui sont hyper bien, en fait.
Alors peut-être qu'ils sont trop levés, peut-être qu'il y en a un qui est trop égotique ou machin, mais qui sont hyper intéressants dans leurs offres et dans leurs produits. Mais juste, on ne recrée pas... Alors t'aimes pas la SocGen, mais on ne recrée pas la SocGen ou la BNP, ils ont quand même des assets, tu vois, en 3 ans ou en 4 ans. C'est ce que je me tue à expliquer, de dire, vous avez des banques qui sont centenaires, voire bicentenaires, qui sont là depuis toujours, qui se sont construits avec le temps. Tu fais pas ça en 3 ans, effectivement. C'est pas en levant 200 millions d'euros que tu vas remplacer. Mais c'est pas pour ça que BPCE toute ou BNP. l'idée et le business et la tech est mauvaise. Hein. Les idées sont bonnes. Les concepts de départ sont bons. Si tu prends les acteurs qui se sont cramés, par exemple Prismea ou Paycom, la promesse de départ est pas mauvaise, bien évidemment. Simplifier le compte bancaire, l'accès au compte, simplifier les outils. C'est du bon sens. Je sais pas, par exemple, si on prend les articles de presse, je sais pas si toi tu as écrit dessus, pardon. Mais souvent, on aime bien taper sur Revolut ces dernières années. Il se trouve que moi, j'aime bien Nick par ailleurs, mais accessoirement, je suis client de Revolut Entreprise. Et honnêtement, moi, je trouve, et pourtant, je suis aussi client de la plupart des banques de la place pour plein de raisons, ils ont quand même un temps d'avance sur les services, sur un paquet de trucs qui rend ma vie beaucoup plus simple d'entrepreneur. Je pourrais dire la même chose avec Bankin Pro, qui est une boîte française et qui rend ma vie beaucoup plus simple d'entrepreneur parce que je retrouve les trucs sur 10 ans. Quand je cherche, je suis en train de faire mon bilan en fin d'année, je mets juste un montant pour que les banques ça remonte. Est-ce que c'est si différenciant que ça à la fin? Moi, j'ai toujours... alors, c'est peut-être l'ancien banquier qui parle, donc je vais me faire l'avocat du banquier, même si j'ai quitté la profession il y a longtemps. Il dit ça pour se dédouaner. Là. Voilà, exactement. Non, mais j'ai beaucoup appris en plus. Je suis toujours surpris par... le fait que chaque fintech apporte quelque chose dans un segment de marché, et c'est très vrai. Mais à la fin, si tu veux avoir une vision assez complète de tes besoins, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu ou autre, tu dois collectionner un certain nombre de fintech et tu te dis, ça va pas. Et donc, l'avantage de la banque, c'est que potentiellement, elle peut tout faire. Peut-être moins bien, peut-être pas encore aussi bien, mais elle peut tout faire. Donc, c'est pour ça qu'elle rachète d'ailleurs. Il y a une question de prix aussi. Avec plus ou moins de succès. Le prix, encore une fois, il y a une concurrence. Donc, mais si, c'est-à-dire que entre je change de banque ou je change d'acteur et je préfère une certaine stabilité, ça se défend. Autrement dit, moi, les Revolut, les N26, c'est un peu comme Orange. À l'époque, moi, j'avais parié Orange Bank une caisse de champagne qui ferait faillite dans 5 ans. Bon, t'as gagné ton champomis, c'est bien. Voilà, mais c'était pas du champomis. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens. Les Revolut, les N26, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'ils Revolut, il fait payer ces services. Hein. Ouais, mais... Enfin, on ne sait pas qui paye, mais... Voilà, si tu veux... C'est difficile de changer des habitudes avec des banques qui sont là pour tout un tas de services. Je te prends l'exemple de Bankin perso. Pro. Tu payes pour le service, c'est pas comme le perso, et tu payes 20 balles par mois ou 25, je sais plus combien je paye, mais ça t'amène vraiment quelque chose quand tu es multibanque en entreprise, d'utile. Oui. Revolut, je suis d'accord avec toi, qui donne encore trop gratuitement. Donc en fait, c'est vrai que pour passer payant, il faut avoir de la motivation. Mais après... il y a quand même toute une gamme d'offres. Moi, ce que je voulais juste te dire, c'était pas pour défendre un produit ou un autre, c'était juste pour dire que c'est pas parce qu'il y en a qui ont péché par excès de communication et de volonté de vitesse, dire je vais être la première banque qui vaut autant ou qui a tant de clients en moins de 5 ans. Mais c'est pas pour ça que les idées sont mauvaises et que toutes ces nouvelles offres que ça nous amène et ces nouveaux parcours sont achetés à la poubelle. Quoi. Mais au contraire, il y a des très bonnes idées, il y a des très bons projets, il y a des très bons cas d'usage. Ça, c'est indéniable. Est-ce que ces cas d'usage très particuliers permettent de faire un business model suffisant pour être rentable sur la durée? C'est la question que devrait poser tout à chacun quand il lance un business. Est-ce que alors, on va pas donner d'exemple, mais est-ce qu'une carte bancaire dédiée aux ados entre 16 et 18, tu permets de faire à chaque anniversaire de 18 ans, tu perds un client, c'est emmerdant. Quoi. Voilà. Non, mais au-delà de ça, là, dans ce cas précis, tu n'as pas de modèle économique. Moi, je suis dedans, je peux te dire que tu n'as pas de modèle économique. Si, c'est l'interchange. L'interchange à 0,2%. Oui, mais ça fait longtemps qu'il a 0,2 quand même. Ça fait 10 ans et tout le monde le sait. Exactement. Et on rigole. Donc l'interchange à 0,2, quand tu vas faire du Apple Pay à 0,17 et que derrière tu vas payer tes scheme fees, etc., en fait, tu payes de l'argent à chaque transaction. Donc ces boîtes n'avaient aucun modèle économique. Et s'il faut mettre les pieds dans le plat, on a eu cette vague de cartes bancaires pour ados. Bon, je ne sais pas ce qui reste sur l'écosystème, je crois aucune de façon indépendante. Non, pas indépendante. Indépendante, si tu as Card. Non, ils sont adossés à... Non, mais peu importe, ils sont pas indépendants. En tout cas, il y a toujours Card, au moins. Là, tu as la nouvelle vague de banques green qui arrive.
Et là, on va aussi regarder comment ils s'en sortent, parce que c'est pas... Enfin, quand tu leur poses la question, parce qu'il y avait, la dernière fois, il y avait la patronne d'Elios ici, elle est tout à fait contente, c'est pas que de l'interchange qui va gagner sa vie, et ils veulent aller vers le modèle où il y a de l'épargne, tu sais bien qu'aujourd'hui, parce que c'est là où tu as des gros volumes et où tu peux affecter des transactions, parce que c'est pas parce que tu fais une transac verte, elle a bien conscience que c'est très limité. C'est une façon de commencer, elle l'a dit sur ce même micro, qu'après, évidemment, la vraie ambition, c'est d'être plus global, parce que là, quand tu as de l'épargne et tu peux la diriger, là, en tout cas, elle sait ce qu'elle pense, il y a une action, et quand tu as de l'épargne, tu peux gagner de l'argent. Aujourd'hui, dans les métiers de l'épargne, on gagne de l'argent, on n'en gagne pas dans le paiement. Mais même dans le métier de dépôt, d'ailleurs, c'était dans le débat dépôt tout à l'heure. Oui, oui. Tout à l'heure, d'ailleurs, on n'a pas entendu la réponse, mais ça aurait été intéressant à la question que tu posais. Ce serait la question à poser véritablement à tous les acteurs du monde du paiement qui sont établissements de monnaie électronique ou établissements de paiement. Qui gardent l'argent des intérêts. Qui gardent l'argent, voilà. Si, on sait, moi, tu bosses sur des dossiers comme moi, c'est un truc qu'en théorie, au moment où tu montes ton truc, tu le négocies. Sauf que la plupart des nouveaux acteurs sont arrivés et se sont construits en environnement de taux négatif ou de taux zéro. Donc, ils ont signé un truc où il y a marqué on garde tout puisqu'il n'y a rien. Voilà. Ouais, t'as raison, garde-le. Et que quand tout d'un coup, maintenant, ça remonte. Ils payaient même. Oui, il y en a, ils payaient pour leur dépôt. Mais par contre, ils ont capé le truc parce qu'ils sont pas rentrés comme dans les années où c'était rémunéré, où c'était une vraie question. Moi, je me rappelle avoir rempli des dossiers pour des clients où on dit on veut partager 50-50. Mais parce qu'il y avait une REM. Ça fait 7 ans qu'il n'y en a pas. Donc la plupart dire que l'interchange est une chose, mais maintenant, si tu fais maintenant, c'est les dépôts. C'est les dépôts qui vont te faire ta rémunération parce qu'en fait. Il y en a plein qui te sortent des chiffres positifs parce qu'ils ont des beaux dépôts. Là, il n'y a plus besoin de travailler. Là. D'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, Adrien, il va au golf tous les jours. Il n'a pas besoin de bosser. Je vais au backgammon, mais oui, effectivement, c'est beaucoup plus tranquille. Mais ton sujet, c'est combien de temps ça va durer. Et je pense que c'est le même sujet pour tout le monde. Parce que là, tu as eu l'épisode de c'est la fête en termes de liquidité sur les marchés parce que l'argent à Toneg, forcément, il fallait le mettre ailleurs. C'est une hérésie de l'argent à Toneg. Mais oui, non, mais je veux dire, on en parlait ici d'ailleurs, puisque un des précédents qui était venu là, c'était un de ceux que tu as cité, Frédéric Oudéa. Et quand on parlait de ça sur la dire, il dit non, mais de toute façon, les taux négatifs, c'est une hérésie de l'histoire. Voilà, j'ai regardé ça sur 100 ans. C'est une hérésie qui a duré quand même. Mais qui a duré, mais parce qu'on est dans des. Ça ne veut pas dire que les gens étaient bons dans ceux qui dirigeaient tout ça, mais faut pas s'attendre à ce que ça revienne demain matin, quoi. Enfin, tu vois, en tout cas, il faut l'espérer. Faut l'espérer. La Banque centrale a été mauvaise parce que son seul job à la Banque centrale, c'est quand même d'anticiper ces choses-là. Ça n'a pas été anticipé. Qu'est-ce qu'on fait? On réagit, on surréagit. Et il n'y a rien de plus difficile pour un écosystème que la surréaction. Voilà. On en parlait, crise des subprimes. En l'espace de 6 mois, ça explose. Mais les indicateurs étaient déjà là depuis 6 mois. Alors à ce moment-là, comment ça se fait que ça explose pas sur l'immobilier, chers amis? Ça commence. Ça se dégonfle. Ça se dégonfle quelques pourcents. Tu as vu, aujourd'hui, pour aller acheter, regarde le dossier qu'il faut. Et regarde le prix. Alors, ok, il n'y a pas de transac, mais enfin, il n'y a pas de transac. Attends que. Puis à la fin, il faut bien. Non, parce qu'en 93, quand ça a explosé, quand on dit que ça a explosé en 1993, c'était moins 45% à Paris sur l'immobilier de studio et de petites surfaces. 45%, on parle pas de moins 5%. Sauf qu'entre-temps, tu as des gens qui ont compris que quand la bulle explosait, ça valait le coup d'aller mettre ses liquidités là-dessus pour les récupérer quelques années plus tard. Tu vois. Donc ça les descend gens ont moins appris. vite. Donc ça descend forcément moins vite. On comprend que c'est super cyclique. Ah oui, c'est clair. Non, mais là, on revient. Donc, mais par contre, juste si on reprend pardon, on parlait des business models qui peuvent durer pas. Il y en a quand même un qui a explosé pas mal avant l'été et ça continue. Et moi, j'ai besoin de vos lumières. L'InsurTech. Oui, c'est vrai qu'on l'a oublié. On en a oublié. C'est vrai que ça a fait l'actualité. Je parle pas que de lui. Lui, si tu en as parlé quand tu as parlé tout à l'heure de l'exemple dépôt de bilan. Mais quand même, c'est pas le seul. L'InsurTech, il y a eu beaucoup de promesses de monts et merveilles. Tout d'un coup, ça allait exploser. C'était le moment de l'InsurTech, etc. Et là, quelles que soient les levées, tout le monde serre un peu les. Parce qu'on revient en basique. C'est quoi le business model d'un assureur? Le business model d'un assureur, c'est de gérer des défauts, mais des défauts de manière suffisamment suffisamment quand même d'historique pour pouvoir justement avoir une marge dans l'histoire qui te permet de vivre. Donc t'as pas beaucoup de polices d'assurance, t'as pas beaucoup d'historique. Comment veux-tu créer un bon business, donc tu me diras, c'est une prime peut-être à l'existant, mais on revient toujours pour moi au fondamental. C'est quoi ton business model? Si ton business model, il est fondé sur un instant de raison, même s'il dure 2-3 ans, d'une politique monétaire ou d'une politique réglementaire, tu n'as pas de business model. Et on en revient... ceci dit, aux États-Unis, tu as un paquet de fintech.
pourtant le business model est basé sur l'exception réglementaire qui permet que tant que tu n'as pas 10 milliards d'assets, tu peux faire de l'interchange à 2, des poussières. Au début, on pensait que ça allait durer que quelques années, c'est toujours là, mais si ça change, les Marqeta qui sont valorisés 20 milliards en bourse, qui étaient, parce qu'il l'est plus. 3 milliards d'ailleurs. Oui, enfin, il était 20 milliards à un moment. Ouais, à l'introduction. Ouais, mais en tu tout dis cas, il est toi-même- parti à la retraite, lui. Mais Laurent, attends, tu le dis toi-même, c'est-à-dire ça dure poussé à jusqu'à la quand retraite. où ça dure jusqu'à où un jour il y a quelqu'un qui va te dire on arrête ce... Pour l'instant, ils le continuent. Ils ont dit qu'ils le gardaient Mais encore. tu vois mais- bien, c'est super dangereux pour un investisseur d'être soumis comme ça à un C'est un changement. rôle réglementaire, quoi. Mais ouais, il y en a mais- d'autres. Enfin, tu en connais, j'imagine, dans Ouais. tes clients. Dans tout le business tourne sur un truc. Exactement. C'est un truc réglementaire que personne n'a vu, on ne sait pas comment, Voilà. et pour l'instant, ça reste comme ça. Mais on en revient à ce qu'on s'est dit il y a 5 minutes. Ces boîtes sont superbes. Le produit, l'expérience est top. Aller souscrire en ligne simplement, efficacement, avoir de la transparence sur les prix parce que c'est la promesse initiale, c'est super. Mais la réalité, c'est que derrière, tu as un sinistre, c'est mal géré, bah, c'est l'enfer. S'il n'y a pas de suivi, c'est l'enfer. Si le modèle économique est mauvais, bah, en fait, tu mets en péril tout Puis à côté ton de ça, les business. gros acteurs se sont améliorés. Donc, Et les gros acteurs Exactement. ont des produits qui sont de mieux mieux en en mieux. mieux. Ouais. Et moi, le premier, hein, les panélistes précédents aussi, on essaye aussi d'inventer des nouveaux services avec les acteurs traditionnels. En fait, le Graal pour des acteurs comme moi, c'est de bosser avec des acteurs historiques. Exactement. C'est du bon sens. Tu peux pas devenir aussi gros qu'eux sans bosser avec eux. C'est pas possible. J'en connais pas. à Revolut, essaye. Mais bon. Ouais, Revolut putain, essaye, je te mais fais une autre caisse de champagne aussi. C'est pas avec moi que tu avais fait l'autre pari. Hein, donc, c'est pas une autre. Mais non, mais je veux dire, il y en a qui essayent. Donc il y en a qui essayent, mais c'est très compliqué. Pour moi, il faut passer par la case. Tu bosses avec l'écosystème, tu bosses avec les acteurs historiques, tu apportes des choses aux acteurs historiques, tu grandis avec eux, tu leur apportes des solutions. Et Oui, tu mais il y a grandis. des sujets où il y a personne qui veut bosser. Je te donne 2 exemples. Si on parle fintech, mais elle serait plus globalement proptech, mais la digitalisation de tout le secteur de l'immobilier, il y en a plein qui sont arrivés avec des idées puis ils se refont tocler, mais bon, pour essayer de digitaliser ça, de décimaliser ça, etc., c'est du bon sens. Vraiment, c'est trop compliqué. Ça, je veux dire, on a peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont essayé d'acheter de l'immobilier, d'investir. Même une SCPI, il y a des couches de frais insupportables et intenables, 10%, 7%, même en assurance vie, on te dit il n'y a que 7. Ah bah super, c'est 7 quand même. Et dans des produits qui sont tout sauf transparents, il y a plein de gens qui essayent depuis des années de pousser des trucs, ça repart à la niche. Et les gros ne changent pas grand-chose. Et si tu prends un deuxième secteur qui est la banque privée, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on nous parle d'innovation, etc. Mais enfin, c'est toujours quand même très peu transparent ce qu'on paye comme couche de frais. Ouais. Quelqu'un regarde ce qu'il paye quand on lui dit « Ouais, super, il y a des structurés, c'est vachement bien en ce moment. » Allez regarder la couche de frais dans le structuré, il y en a qu'un qui gagne. Hein. La réalité, c'est qu'il y a très peu d'innovation au sein de ces acteurs tradis, mais leur accompagnement est exceptionnel. Il faut le dire, il faut dire les choses. Quand tu vas à la BNP, quand tu vas à la BRED, et que tu tombes sur un commercial génial, Ah, un bon conseiller de banque privée, ils sont très bons. et les mecs te changent la vie sur un dossier. Et ça, tu retrouveras jamais ça dans une fintech qui a 300 Pékin pour gérer 2 millions de personnes. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas avoir aujourd'hui des parcours tels qu'on les retrouve dans les banques traditionnelles. Donc, moi, je te le dis, en tant qu'acteur fintech de l'écosystème, on doit apporter des services simples qui simplifient la vie aux utilisateurs avec un self-care poussé au maximum. Parce que si tu commences avec une équipe de 100 personnes à devoir gérer l'intégralité de tes clients comme le font les banques traditionnelles, tu ne peux pas t'en sortir, c'est pas possible. Et ça veut dire le partage finalement des clients entre la banque, Mais bien ta banque sûr, partenaire et la fintech. Tu sais apporter des solutions. Truc simple, le temps réel sur un paiement carte. Moi, ça me rend fou. Je suis client BNP à titre perso. Je suis aussi client Banque Wormser, hein, attention. Mais quand je paye avec ma carte BNP et que j'ai pas le temps réel et que j'attends 24 heures d'avoir l'info, mais moi, ça me rend fou. C'est con. Mais juste ça, c'est pas dispo dans les banques tradies. Et pourtant, c'est simple. Et quand tu poses la question à des gens comme au LCL, nous, on avait répondu à l'appel d'offres du LCL pour faire un step-up sur leur carte de paiement. Les mecs font un appel d'offres. Au final, ils retiennent, tu ne sais pas trop quelle solution allemande, pour quelle raison, on ne sait pas non plus. Ils te disent, ça sera prêt dans 9 mois, 18 mois plus tard, c'est toujours pas live. En fait, il faut aussi que ces acteurs-là apprennent à travailler avec des petits acteurs comme nous. Et ça, Enfin, on parle c'est quand le même. plus gros défi. On parle quand même. Alors là, je vais quand même faire l'avocat de ces grandes banques parce que j'ai beaucoup travaillé avec aussi.
c'est pas si simple parce que les petits acteurs, ils veulent pas toujours comprendre la difficulté. Enfin, quand tu es Ouais, présent tout à dans fait. 65 pays, que tu as plus de 100 000 collaborateurs, que tu as 35 millions de clients donc dans ces pays qui ont toutes leurs particularités et un core banking qui est successivement plein de couches, qui fait que quand tu vas toucher à un champ, tu peux changer juste tout de bout en bout et que c'est voilà et ok, le temps réel pourrait être utile pour ça, mais ça va tellement enquiquiner d'autres choses que d'ailleurs j'avais posé la même question à Jean-Laurent Bonafé sur ma scène il y a quelques années, il avait répondu ça, il dit attendez, ça sert des gens, vous savez quoi, on a compte nickel pour ceux que ça intéresse. Il y a toujours Et du en fait, langage- ceux qui veulent vraiment du temps réel, on a compte nickel. Et ceux qui aiment bien le reste de ce qu'on peut leur proposer, un Il y a- jour on leur a peut-être le il y a temps réel. toujours dans du le truc, langage mais- COBOL dans les banques. Ouais. Le langage Ils vont- COBOL, ils vont c'est chercher à la retraite, les années mecs. 50. hein. Non, alors Pour tu sais déléguer. quoi, j'ai été la semaine dernière pour mon activité de conseil en Autriche avec un de nos partenaires qui, lui, il me dit moi c'est très simple, je recrute des gens maintenant en sortie d'école, on les forme au COBOL. Et il y a des jeunes et en fait, c'est quoi, ça les amuse en fait. Et les banques en ont tellement besoin que c'est très utile. Parce qu'en fait, ça sert à rien de dire ça n'existe plus, ça existe. Exactement. Ah ouais. Par contre, leur projet, c'est pas de le maintenir, c'est de les migrer. Mais il faut quand même connaître le COBOL si tu veux les migrer, quoi. Exactement. Donc, Et donc bon, alors il nous reste 46 secondes pour avoir encore une blague sur Ah bon. l'écosystème. Bon, c'est quoi ta prochaine bombe Non, j'ai pas de bombe, mais on annonce début octobre nos résultats. Non, et- je parlais et d'une nos bombe prévisions. pour amuser l'écosystème. Ah, mon prochain poste un peu tordu. Je vais faire le top 10 des conneries des VC. Ah. Bah, ça, c'est non, génial. mais 10, c'est pas assez. Ouais, mais voilà. Ça J'ai dépend. j'ai un top 10 sympathique parce que je suis aussi actionnaire de quelques startups. Donc je vois quand même de jolies boulettes. Mais est-ce que ça te donne pas envie là en ce moment, que tout ce que tu vois là, le surbuzz sur l'IA, etc. On se dit putain, on reprend Moi, ça juste, me- on change les mots et Moi, on prend les mêmes c'est quoi. le Pareil, on keyword. prend les Les mêmes, keywords. mais, Tous les les keywords. 18 Ouais. mois, tu as un keyword. Ouais, rappelez-vous, NFT il y a 3 Puis comme ans. là, il n'y a plus rien à. Tu sais pas où c'est mettre ton argent, du coup, insupportable. bah ouais, c'est bien. Insupportable. Et donc là, avec le Keyword. nouveau keyword, t'écris ce Yeah. mot-là dans un truc, ta boîte vaut 100 millions. Ah, tu rajoutes 100 millions, un mais petit beaucoup slide. plus. Non, tu lèves Ouais. 100, pardon. Sur une lèves valeur de 4 milliards. Le dernier investissement là d'Amazon, mais c'est Ouais. surréaliste. C'est dingue, C'est ouais. surréaliste, ça ne veut Ouais, rien ouais. dire. Non, non. Ça ne veut rien Ouais, dire. ouais, Donc il on faut a un la- nouveau keyword, effectivement, dans 18 On lui donne mois. combien de temps à celui-là 18 mois, c'est tous les 18 mois le keyword. Bon, et toi, ton prochain Ouais. gros buzz, t'as pas un truc. La dernière fois que t'es venu, tu sortais un article le lendemain, t'as pas voulu nous dire. Bah oui, bah souvent c'est me ça. souviens, aussi. oui. Et là, c'est encore Là, demain, faut Il y a un absolu- rachat demain, il y a une banque française qui rachète une fintech, hein, vous verrez. Mais Faut lire plutôt les mode articles. zombie ou un beau Voilà. truc Bah, j'ai pas pu faire l'article, donc je ne sais pas. Mais je l'ai relu, mais bon, c'est compliqué de savoir. De toute façon. Ah, t'es corporate là. Tu veux pas. Non, mais moi je Tu connais... donnes pas ton vrai avis là. Elle a raison, Ah. je connais la fintech en question, c'est super dur de se faire un avis sur cette Tu vois. fintech, savoir si elle Je gagne de ne l'argent, si connaissais elle n'a pas jamais bien gagné. en plus. Vous verrez demain, c'est dans les échos. Donc, ça va être le gros J'adore truc. les news qui sortent demain. Les trois la connaissent. J'adore. On se marre. Ah, c'est fait un before. hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, un petit dernier pour la route Non, moi, c'est pas une nouvelle, c'est aller voir quand même sur un replay d'une chaîne TV de business, pas 36, qui est faire hurler de rire tellement il est mauvais. C'est-à-dire tellement les gens ne connaissaient pas le sujet. Sur quel sujet qu'on retrouve euh, C'est là, comment tu veux qu'on le sur, retrouve ton Ça truc commence Voilà. par B, mais on ne sait pas par quoi ça finit. Ils sont deux à commencer sur le Bitcoin comme monnaie légale. Oh, bah, de toute façon, personne n'en parle correctement sauf toi, tu sais bien. À chaque fois, tu vas nous dire ils sont nuls. Non, mais il faut avouer que c'est. Non, mais compliqué. ce que je veux dire par là, c'est que, et sans te lécher les bottes, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais c'est vrai que c'est sur des sujets très, très techniques ou très compliqués, faut simplement avoir un peu du recul et de connaître son sujet. Et donc, c'est un peu le problème d'un certain nombre de médias qui ne connaissent pas leur En sujet. même temps, je vais être honnête, j'ai pas leur audience. Plus t'es technique, moins t'as d'audience. Donc là, on a l'audience des gens que ça intéresse parce qu'ils bossent dans ce système Ouais. et que vous les voyez, vous les croisez, ils apprennent et on apprend tous en partageant nos sujets. Mais c'est trop compliqué ce qu'on se raconte. Enfin, pour beaucoup de gens. Et c'est moi qui vais lécher les bottes de Charlie, mais pour beaucoup de tes confrères, pas forcément aux Échos, hein, mais en général journalistes, que Charlie m'a réconcilié avec la profession de journaliste, mais en général, ça creuse pas trop les sujets hein, dans nos trucs qui sont trop techniques. Le nombre de bêtises que j'ai lues sur les paiements ou sur les banques, parce que c'est des sujets
complexe et on a vite fait de dire une bêtise, quoi. C'est vrai. Bon, en tout cas, on s'est bien amusé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il nous fait rigoler, non? Bah oui, c'était Bah sûr. oui, c'était clair. Bon, on le réinvite à la prochaine. Ouais. Allez. Bon, allez, on te réinvite à la prochaine parce qu'en plus, comment il lèche le truc. Il avait écouté l'émission d'avant pour dire, et il a ressorti un exemple pour montrer qu'il l'avait écouté. Tu sens le bon Tu sais, il est arrivé élève. 1h30 avant, en fait. Hein. T'as- Il était là, il attendait. T'as fait quoi en formation? T'étais à Stan, non? Ouais. Fait Pierre, Sciences Po. Bon, merci. C'était un plaisir de vous avoir pour cette reprise. La Merci, prochaine, Laurent. et je crois que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est le 22 novembre. Je vérifie. Donc c'est le 22 novembre à la même heure. Vous le notez dans vos tablettes. Si vous n'êtes pas libre, vous annulez le reste. Voilà. Mais Sinon, on se attention. fait virer. Et je n'accepte pas les excuses. Et la troisième, moi je vous propose un truc, et je ne l'avais pas prévu, mais moi je propose qu'on le fasse pour se marrer. Donc vous n'avez peut-être pas écouté tout à l'heure, mais il n'y a pas de troisième en studio cette année. Mm. On reprend en présentiel aux Champs-Élysées. On peut pas le faire comme ça, t'imagines, avec le public c'est un peu chiant. Donc on le fera d'une autre manière, mais on va essayer de se faire un truc un peu animé comme ça, drôle, avec 300 personnes. Un peu à la mode Friends qui fait son plateau. Moi, je fais ça, c'est pour qu'on se marre. Hein. On n'est pas payé, les gars, hein, donc faut qu'on s'amuse un peu. Donc, On compte sur toi, alors. donc on se fait un truc comme ça. Faut trouver un peu le setup parce qu'il faut imaginer les gens là. Donc on sera peut-être plus ouvert en U. Mais et puis peut-être en donnant un peu la parole au public parce que là ils peuvent poser des questions. Mais je sais pas, on a dû les annihiler ou alors il est trop tard. Mais j'ai pas eu de questions sur les chroniques. Personne n'écoute, en fait. Tiens, t'as raison, j'ai même pas fait les rires. Voilà, je fais les rires, ça va du coup. Merci à tous et à très vite. À bientôt. Bonne soirée. 3, 2, 1.